Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Question d'actu. Tous les impôts et taxes sur certains produits alimentaires de large consommation contenus dans la loi de finances 2022 notamment ont été gelés sur décision du président de la République hier lors de la réunion du Conseil des ministres. Décision prise dans l'objectif de faire éviter aux citoyens l'impact de la flambée vertigineuse des prix dans les marchés internationaux durant l'année en cours jusqu'à leur stabilisation. Le pouvoir d'achat des ménages algériens a chuté en 2021. D'autres mesures ont été prises pour le préserver. Le président a ordonné notamment la suppression de tous les impôts et taxes sur le e-commerce, les téléphones portables, les matériels informatiques à usage personnel et les start-up en se contentant des tarifications réglementaires. Alors tout le monde parle de cette cherté de la vie actuellement. Tout est cher, c'est le mot qui revient en boucle chez tous les citoyens. Les légumes, fruits, viande blanche, viande rouge, pâtes alimentaires et bien d'autres produits en dehors du chapitre alimentation ont vu leur prix s'envoler en 2021. Dans de nombreux cas, les révisions à la hausse ne sont pas justifiées, mettant les citoyens face à une spirale inflationniste qui n'en finit pas. Pour améliorer et préserver le pouvoir d'achat des Algériens, la loi de finances 2022 a également proposé une refonte totale du barème de l'impôt sur le revenu global, IRG, une mesure permettant d'alléger la pression fiscale sur les revenus des ménages ainsi que l'augmentation du point indiciaire. Alors quel impact auront toutes ces mesures sur le revenu des ménages et sur leur budget? C'est le thème de ce soir. On voit tout cela d'abord en reportage qui a été réalisé avec Walid Yousfi. On revient juste après pour le débat. Ce sont des mesures qui ont été accueillies comme un véritable soulagement. Le gel d'un certain nombre de taxes et impôts contenus dans la loi de finances 2022 ainsi que la suppression de la taxe portant sur le e-commerce à usage personnel vont être une aubaine pour les Algériens qui ont vu leur pouvoir d'achat se dégrader. Le courage du président de la République pour geler une loi de finances, tout le peuple algérien va le féliciter sur ce point. Pourquoi? Parce qu'il va améliorer le pouvoir d'achat des Algériens et on commence à voir certains prix qui ont déjà, comme les pâtes, comme le couscous, comme certains produits, qui ont déjà connu une baisse. Avant la déclaration, c'est-à-dire ils ont connu une baisse sur le terrain. Et c'est-à-dire cette baisse va aider surtout les classes moyennes et les classes démunies pour pouvoir améliorer leur pouvoir d'achat, surtout et notamment avec la venue du mois sacré du Ramadan. Un constat confirmé lors de notre virée dans les rues d'Alger. J'ai entendu parler de cette décision, c'est une très bonne chose. C'est une véritable bénédiction, notamment pour les faibles revenus. Je trouve que c'est une bonne chose car il faut prendre en considération le pouvoir d'achat du citoyen algérien. Les prix de certains produits de première nécessité ont carrément flambé. Le pouvoir d'achat est au plus bas. Cette décision n'impactera pas beaucoup le pouvoir d'achat en Algérie car elle est provisoire. Les prix de certains produits vont certes diminuer. Et c'est une bonne chose d'ailleurs. Mais ils risquent d'augmenter de nouveau dans 3 ou 6 mois ou plus, tant que ce n'est pas une décision définitive. Une mesure qui vient s'ajouter à celles prises récemment et qui ont pour but de préserver le pouvoir d'achat du citoyen. On a vu dans la loi de finances la réduction de l'IRG qui a permis au SNMG, au salaire, de réduire l'IRG pour les Algériens, ce qui a donné une augmentation, mais elle est insuffisante vis-à-vis l'augmentation des prix sur le plan international. Des mesures exceptionnelles pour faire face à une inflation mondiale exacerbée par cette crise sanitaire qui s'est malheureusement installée dans le temps. Voilà, on revient donc sur le plateau, des avis un peu mitigés. Pour parler ce soir de ce thème, de comment préserver le pouvoir d'achat et quel est l'impact de ces dernières mesures sur le pouvoir d'achat des Algériens, nous accueillons sur ce plateau Monsieur Abdelmoula Karim, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du syndicat national du patronat citoyen, le SNPCN, en charge du numérique et affilié à la CAPC. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Nous accueillons également Monsieur Hassan Menouar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Al-Amen pour la protection des consommateurs. Merci d'être avec nous ce soir. Monsieur Mahfoud Kaoubi, expert en économie, qu'on a l'habitude d'accueillir sur ce plateau. Merci d'être avec nous, Monsieur Kaoubi. Merci pour l'invitation. Alors, avec une économie indépendante des hydrocarbures et des importations, l'Algérie subira l'inflation mondiale qui touche les matières premières et le transport maritime notamment. Il est vrai que les taxes annoncées dans la loi de finances avaient fait couler beaucoup d'encre. Comment avez-vous, vous, accueilli cette nouvelle, Monsieur Kaoubi ?
L'accueillir, bon, je dirais que c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. En tant que consommateur, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, quel serait son impact sur le revenu, sur l'amélioration du pouvoir d'achat ou la préservation du pouvoir d'achat? Quel serait son impact de l'autre côté pour le trésor public aussi, parce que c'est un élément important. Ouais. Donc, entre le court terme, entre l'immédiat, le moyen terme et le long terme, entre le rétablissement des grands équilibres et la situation difficile que vivent les consommateurs, les citoyens, il y a un arbitrage à faire. Les pouvoirs publics étaient appelés, sollicités par les organisations syndicales, par les appels des citoyens, pour venir à la rescousse du pouvoir d'achat. Que, apparemment, les mesures qui ont été prises antérieurement par rapport à la réaménagement de l'IRG ou la révision du salaire minimal n'ont pas pu régler d'une manière sérieuse. Ce qui démontre d'une manière très claire la vulnérabilité de l'économie algérienne, sa dépendance par rapport aux marchés internationaux, et qui démontre aussi que le pouvoir d'achat n'est pas une question de revenus uniquement, mais une question de productivité et une question d'organisation des circuits de distribution. Monsieur Mnoa, pour les consommateurs, on comprend aujourd'hui que cette mesure, la dernière mesure prise lors de ce Conseil de ministres, impacte en premier lieu le consommateur. Oui, bien sûr. Surtout qu'on se connaît bien en Algérie, qu'à chaque début d'année, quand il y a un changement dans la loi de finances, beaucoup d'opportunistes, de spéculateurs profitent pour faire augmenter plus encore les prix. Donc il y a un effet d'annonce de par cette décision du président pour dire qu'on va geler. Geler, ça ne veut pas dire qu'on a supprimé les taxes. Donc, on parle jusqu'à la stabilisation des prix sur le marché international. C'est provisoire, donc c'est ce qui fait aussi qu'on est satisfait provisoirement. Donc cet effet d'annonce va faire pour pas très longtemps avec l'approche du mois de Ramadan. Oui, justement. Donc, mais au moins, ça va un peu tranquilliser le consommateur et ça va faire surtout barrière à ces spéculateurs qui profitent à chaque début d'année pour faire augmenter les prix justifiant parce qu'il y a une loi de finances et comme loi de finances avec des chiffres que ne connaissent pas tout le monde. Parce qu'il faudrait savoir aussi que le problème, il provient de ce discours qui n'a jamais été clair concernant ces chiffres, concernant aussi l'introduction de ces nouvelles lois à chaque début d'année. Donc on est toujours dans le doute, dans l'incompréhension. On est obligé de se consulter, de suivre parfois des émissions pareilles pour essayer de comprendre. D'ailleurs, concernant justement le gel de ces taxes, pour la majorité des consommateurs, ils se disent qu'on n'est pas très concernés. Ils sont combien ces consommateurs qui importent leurs produits électroniques de l'étranger eux-mêmes? Ils ne sont pas très nombreux. La majorité des Algériens achètent leur smartphone et leur ordinateur ici en Algérie chez des entreprises qui sont maintenant connues, qui se sont imposées sur le marché. Donc c'est une mesure qui ne va pas faire beaucoup d'effets positifs pour le pouvoir d'achat, mais il y a cet effet positif sur la quiétude, sur la tranquillité et sur l'esprit et le moral des Algériens. Alors, Monsieur Kaoubi, Monsieur Abdelmoula, pardon, je pense que vous partagez un peu ce sentiment. Aujourd'hui, l'impact concerne surtout les consommateurs et pas les entreprises. Vous, aujourd'hui, qui représentez le syndicat national du patronat citoyen en charge du numérique, ces mesures ont quel impact pour vous, finalement? Écoutez, déjà, elles resynchronisent, si vous voulez, la politique et la volonté des pouvoirs publics, de notre président, en faveur de la transformation digitale de l'Algérie. Il y avait une contradiction, certes, qui est apparue dès la promulgation de ces taxes, c'est de se dire, si on part sur une idée de la transformation digitale et de la digitalisation de l'Algérie, il va bien nous falloir des utilisateurs avec des équipements. Un équipement, c'est un téléphone, c'est un ordinateur. Donc si d'un côté, on part sur une stratégie de digitalisation et de l'autre côté, on crée des barrières à l'équipement, on est en contradiction. Donc Monsieur le Président de la République, agissant en bon père de famille, en personne qui a constaté probablement cette contradiction, a décidé de la lever, contribuant, entre guillemets, à améliorer le pouvoir d'achat, en tout cas à nous permettre, nous, consommateurs, de s'approvisionner des marchés internationaux à travers des achats par carte de crédit et une livraison via les mails, etc.
Donc pourquoi pas? Très bien. Par contre, ce que nous craignons, c'est que... Et puis ce qui est bien aussi, c'est que dans cette mesure-là, il n'y a pas eu de procès d'intention. Parce que souvent, parfois, dans les lois algériennes, on a des procès d'intention. Il faut fermer ça. On ne sait jamais. Il pourrait y avoir des gens qui vont mal l'utiliser et en abuser pour en faire un trafic illicite, illégal, ou agir sur le marché parallèle et le marché du noir. Bon, nous, en tant qu'entreprise, par contre, on a un deuxième regard et bien évidemment, on se dit, on encourage, nous souhaitons que tout ce matériel soit accessible en Algérie, mais on aurait aimé aussi que, dans notre crainte, que ces mesures concernent aussi l'importation, les entreprises qui œuvrent dans le marché du numérique et le marché formel. Le marché formel présente plusieurs avantages. On parlait du service après-vente, de la garantie qu'offre le marché formel. Le droit de rétractation, de se dire finalement c'est pas le bon produit, je me suis trompé, etc. Aujourd'hui, le consommateur qui va acheter sur les sites e-commerce maudits mondiaux, techniquement n'est pas protégé. Et je pense même qu'il n'a pas la possibilité de renvoyer son produit au constructeur. Donc peut-être que c'est parfois cher payé. Ce qu'il se passe dans une filière officielle, c'est que le consommateur, et monsieur certainement confirmera la chose, et l'entreprise est obligée d'assurer un service après-vente, est obligée de fournir une garantie, est obligée d'être établie et installée. Cette mesure, telle qu'elle est, bravo, très bien, excellent, mais elle risque d'avoir des effets négatifs. C'est-à-dire qu'on le paye peut-être un peu plus cher, mais on est tranquille quand même sur la garantie, sur le service après-vente. En fait, on n'achète pas que le matériel. C'est ça que je veux dire. Quand on achète un produit, on n'achète pas que le matériel, on achète tout ce qui rassure, qui va. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il y ait cette disparité, en tout cas ce déséquilibre, et qui favorise un peu plus ce marché parallèle, ou en tout cas qui risque de le favoriser, est levé par la mesure dite temporaire. Donc on comprend bien qu'on est en train de gérer juste une partie, en attendant de remettre des choses un peu plus en place, et nous plaidons pour que, en tout cas, ces taxes soient baissées, et elles soient baissées en faveur des acteurs établis, des entreprises qui soient là pour pouvoir alimenter le marché de manière... légal, formel. Voilà, formel. Eh bien, il n'y a pas que les produits. Le e-commerce, on parlait des produits alimentaires qui sont touchés aussi par cette taxe. Là, il y aura quand même un impact pour les consommateurs. Il y aura une réduction des prix et même pour les entreprises productrices puisqu'il y aura une plus grande consommation. Certainement, certainement. Ça relancera la production, mais sous des conditions de subvention, pas selon des conditions de compétition. C'est l'État qui absorbera encore une fois. Il y aura un coût que la collectivité prendra en charge. Soit nous, à travers le Trésor public, soit les futures générations, en assumant les déficits cumulés. La deuxième des choses, ça profitera aussi à la consommation. La consommation, dans la mesure où le prix à payer à l'achat serait relativement inférieur à celui qui aurait dû être fait. Maintenant... Là, déjà, le ministère de l'Agriculture a annoncé une baisse de presque 50% sur les produits, sur les pâtes alimentaires et le couscous à travers l'ensemble du territoire national. Justement parce qu'il y a des mesures qui ont été prises et il y a eu justement donc la vente de blé dur aux fabricants de pâtes à un prix subventionné, donc c'est encore l'État qui prend en charge. Effectivement, donc au lieu que ce soit le pain uniquement ou les céréales destinées à la fabrication de pain subventionné, ça sera les produits dérivés qui seront subventionnés comme jadis. Donc l'État est revenu, ou le gouvernement est revenu sur une décision qu'il avait prise antérieurement afin de rétablir certains équilibres. Maintenant, on est dans l'urgence. Je suppose que les soins prodigués en urgence sont importants, mais que les soins, il y a d'autres soins beaucoup plus importants pour rétablir l'état de santé de l'économie nationale. Parce que vous voyez, on est dépendant des marchés internationaux, aussi bien pour nos revenus, donc le pétrole, mais aussi bien pour notre consommation. Et là, ça atteste d'une vulnérabilité. La situation actuelle était prévisible, donc l'augmentation des prix des consommations au niveau international était prévisible, aussi bien que le pétrole d'ailleurs. On se réjouit de l'augmentation des pétroles. D'autres pays qui produisent d'autres produits se réjouissent aussi d'avoir une augmentation. Maintenant, la chose la plus importante, c'est de maintenir cette cohésion sociale, d'atténuer les tensions, mais surtout de s'étaler de manière sérieuse à régler le problème de mode opératoire pour la mise en place des réformes. Des réformes structurelles aujourd'hui.
On en a besoin. Jusqu'à quand l'Algérie pourra combler justement ou absorber tous ces déficits Tout simplement parce que la consommation des produits importés, ça profite aux autres économies, encore une fois. Donc, c'est le Trésor qui vient à la rescousse. C'est cette problématique qui devrait être posée. Bien sûr, le citoyen dirait que je n'ai pas à me mêler de ces problèmes, parce que ce qui m'intéresse, c'est ma poche, et c'est tout à fait normal. Mais dans d'autres cieux, il faudra revenir à cette question, qu'il faudra le signaler. Il faut que ça reste temporaire. Hein, et remise en cause et reportée à chaque fois. Et le prix risquerait d'être payé chèrement ultérieurement. Oui. Alors, il y a eu d'autres mesures prises dans cette loi de finances, j'en parlais dans l'introduction, c'est la baisse de l'IRG. Certains secteurs ont commencé déjà à ressentir cette augmentation. Les retraités aussi bientôt. Il y a aussi cette révision du point indiciaire qui doit être entrée en fonction dès le deuxième semestre de cette année. Il y a eu quand même un impact sur les revenus, sur le budget des Algériens. Ou est-ce qu'il ne peut pas encore... ça ne suffit pas justement pour contrecarrer cette inflation et cette augmentation de prix. Mais on doit tous savoir que le déficit il est beaucoup plus important que ça. Donc ces petites révisions, c'est des gestes qui sont louables. Donc, il y a eu quand même pas d'augmentation de salaire depuis 2008. Là, c'est une augmentation de salaire quand même. On a tous apprécié. Même c'est des petits gestes, c'est de la considération, je dirais. Ça veut dire que les hautes instances des pouvoirs publics ont considéré et ont reconnu en quelque sorte qu'il y a un problème du pouvoir d'achat et que les Algériens ne sont pas payés à la hauteur de leurs dépenses, mais ça reste insuffisant. Nous avons le salaire moyen en Algérie qui tourne autour de 43 000 dinars par mois, alors que nos dépenses pour une famille d'une taille de 5 personnes, un ménage de 5 personnes, pour vivre dignement et d'une manière très très simple, il leur faut actuellement en 2022... 80 000 dinars, c'était en 2020. Mais actuellement, maintenant, avec les prix qui sont pratiqués actuellement, on se rapproche des 100 000 dinars. Donc, combler tout ce vide de près de 50 000 dinars, c'est pas avec les quelques 2 000 dinars sur l'IRG ou les quelques centaines de dinars sur les autres actions qu'on va les récupérer. De toute manière, il faudrait qu'on fasse de l'économie. Il faudrait qu'on fasse une vraie économie, il faudrait qu'il y ait de la prospective, il faudrait qu'il y ait des stratégies, des études. Toutes ces actions, on les accepte parce que ça calme un petit peu les esprits. Ça tranquillise le consommateur qui a peur du Ramadan, qui a peur de l'été, qui a peur de 2023, qui avait peur de 2022. Mais il faudrait justement, avec tous nos experts, aller vers des études pour aller vers une économie où on n'aurait plus besoin de subventionner à cette hauteur. Parce que là, aujourd'hui, l'Algérie a encore un peu d'argent pour subventionner les pâtes alimentaires. Mais le jour où on n'aura pas cet argent, c'est jusqu'à quand, c'est la question qu'on se pose. Donc ça reste provisoire. L'appel, il n'est pas fait seulement au pouvoir public, mais aussi aux consommateurs. Donc il faut dire aussi, dans un langage qui est très clair, loin du populisme, et dire aux Algériens, faites attention, on a encore un peu d'argent pour essayer de faire passer cette année 2022, mais on doit devenir tous responsables dans nos actes de consommation. Ne comptons plus sur cette subvention. Il y a des gens qui vont profiter de cette subvention sur les pâtes alimentaires pour faire de la contrebande et aller les vendre ailleurs. Ça a été dit dans le Conseil des ministres, justement. Il y a une réunion avec le ministère du Commerce et tout pour lutter contre la contrebande. Voilà, donc tout le monde doit aller tous ensemble, y compris les consommateurs, tous les citoyens, toutes les organisations, les opérateurs économiques, l'implication des experts aussi, pour passer cette année qui devrait être transitoire. Donc on va continuer à pomper, je dirais, du trésor public pour pouvoir équilibrer ou arranger un petit peu ce pouvoir d'achat. Mais on doit penser à des stratégies où on va sortir avec une économie solide, pérenne et durable. Productive et durable. Hein. Voilà. Je le disais, on est dépendant du marché international aujourd'hui. On s'attend encore à des augmentations qui vont arriver. Il y a une inflation mondiale aujourd'hui. On sait que tout a augmenté. Le fret, la logistique, ça va nous impacter forcément. On s'attend à des augmentations, une stabilisation des prix. Non, forcément. Encore, nous subissons la vague qui a été initiée en début de crise de Covid. Hein. À titre d'exemple, le fret maritime, c'est un fois 100. Hein. Il y a des, voilà, c'est, enfin, peut-être un peu moins, mais c'est énorme en tout cas comme coût additionnel. D'ailleurs, on va avoir sur le
marché, que les importations officielles, hein, c'est une prévision que je dis, parce que c'est le rationnel économique qui va l'exiger, que finalement on va importer des petits produits qui vont coûter cher, au détriment des grands produits, enfin qui occupent du volume et qui ne coûtent pas cher. Pourquoi ? Parce que le coût de transport doit être en gros distribué sur la quantité. Donc on verra plus de petits objets qui coûtent très cher que de grands objets qui souvent sont des intrants de matières premières pour des petites industries, etc. Donc là, l'augmentation est probable. Ce qu'il faut qu'on saisisse, nous, de notre côté, c'est que comme c'est une migration mondiale, nous avons des opportunités, et notamment dans le digital, excusez-moi, je suis plutôt dans cette filiale, nous avons des opportunités de création de valeur et donc d'export de services. Et donc, puisqu'on nous avons une dévaluation, on est techniquement moins cher. Puisque nous avons les compétences, nous sommes à compétences égales, beaucoup moins cher et donc beaucoup plus compétitifs sur un marché international. Le numérique est un levier de croissance économique pour nous qui est exceptionnel et que nous devons saisir. C'est pour ça que je dis, si on encourage les étudiants, les jeunes, les startups à s'équiper, c'est aussi leur permettre d'acquérir le savoir, les compétences, les aptitudes et donc de lever un frein à produire de la valeur. Il faudrait que ce soit accompagné, enfin, on le voit, on l'observe. Il y a quand même une stratégie de digitalisation, il y a une stratégie de promotion des startups, etc. Mais on a l'impression qu'il nous manque quand même une espèce de métronome, quelque chose qui donne le rythme et qui accélère ces réformes. Les entreprises d'un côté, bien sûr. Je dirais qu'il y a beaucoup plus une volonté de digitaliser, mais la stratégie, on ne la voit pas encore. C'est-à-dire, la stratégie, c'est d'abord rendre l'Internet beaucoup plus démocratique, donc le généraliser avec un meilleur débit, plus accessible pour tous et pour tout le monde, partout en Algérie, et aussi mettre un niveau de prix pour le matériel informatique. Donc malheureusement, actuellement, on paye plus de taxes sur un matériel informatique que le matériel lui-même. Absolument, absolument. Donc, et ça n'encourage pas justement la numérisation. L'Internet, il est ce qu'il est. On le voit très bien. En 2022, déjà, on souffre dans certaines régions de l'inexistence carrément du réseau. Et quand il y a un réseau, même dans les grandes villes, on voit comment qu'il est le débit. Donc, la volonté est liée. Ça, on l'a ressenti. Ça a été bien exprimé. Mais malheureusement, s'il y a stratégie, donc elle n'a pas été efficace, malheureusement. En tout cas, les réalisations qui sont faites obéissent elles-mêmes à des règles économiques. On ne peut pas demander à des opérateurs, par exemple, de se déployer dans des zones où il n'y a pas un rationnel économique. Comprenez-moi ? C'est-à-dire s'il y a 3 personnes qui habitent dans un village, on ne va pas couvrir la zone, ça coûte trop cher à la mettre en place et à l'installer. Par contre, ça fait partie de la notion de service public pour lequel il y a un budget, de service universel, pardonnez-moi, pour lequel il y a un budget. Et donc, je m'amuse à dire que c'est lorsqu'il n'y a pas de rationnel économique que la subvention intervient parce qu'elle est stratégique, elle apporte, elle n'oublie personne. On parle d'équité. Je suis d'accord, mais j'aime aussi l'idée que tout ne se prépare pas, on ne doit pas attendre que la maison soit entièrement construite pour y habiter. Même si c'est peut-être une culture algérienne. Donc nous avons déjà des zones et nous avons déjà des parties, il y a des entreprises qui sont compétentes, il y a des gens qui ont le savoir-faire, il y a déjà un minima qui nous permet de créer de la valeur. Ce qui nous manque encore, c'est ce petit coup de démarrage peut-être, ou cette ouverture. En considérant que les entreprises privées, parce que des fois on nous arrive de voir, même dans les lois, qu'il y a une distinction entre entreprises privées et entreprises publiques. Alors qu'aujourd'hui on parle de partenariat public-privé, et ne plus parler de privé. Dans la mesure du possible, bien entendu. Mais le privé est un acteur peut-être plus rapide, plus flexible, plus agile, parce que c'est le terme qu'on utilise dans notre langage, plus agile pour le développement de l'économie. L'entrepreneur est un privé. Il est rare que l'État soit entrepreneur. L'État, c'est quelque chose d'un peu plus posé, le mastodonte, la chose qui est... C'est là pour contrôler, c'est pour réguler. Et justement, et laisser le privé aussi se développer. Vous parliez tout à l'heure de cette dévaluation du dinar, c'est aussi pour protéger nos exportations. Je ne pense pas que ça a été fait dans ce sens. En tous les cas, ça n'a pas été fait dans ce sens. C'est l'une des raisons qui pousse certains États à dévaluer. Mais nous, déjà, avec cette dévaluation, on est loin du prix réel du dinar. Donc, le dinar reste surévalué par rapport à sa cotation objective réelle. Il y a des efforts, et justement, les efforts qui devraient être faits dans l'avenir, c'est justement pour unifier les prix. On parle souvent de marché parallèle ou de pluralité de marché qui n'est en fin du compte qu'une conséquence à la dualité des prix. On a des dualités des prix dans le taux de change, comme on a des dualités des prix dans les marchés, des denrées,
alimentaire ou autre. Et la subvention est l'une des raisons principales dans cette dualité qui fait, en fin du compte, diminuer du rôle et de la pertinence d'un élément important dans l'équation économique qui est le prix. Ça le réduit pratiquement à sa plus simple signification. Et, in fine, on a une économie qui fonctionne loin d'un élément important qui est le prix. Et ça pervertit un petit peu les logiques. Tout à l'heure, on parlait de la numérisation. Donc, le couple numérisation-marché est indispensable. Si on n'a pas de marché, donc si on n'a pas de logique privée, on n'aura pas de numérisation au sens que la numérisation a dans d'autres univers, où la compétitivité, où la numérisation est un facteur d'accroître de sa compétitivité et sa part de marché. Et donc, quand on est dans une logique où la subvention qui devrait être marginale prend le dessus et devient la règle, c'est tout à fait normal que la numérisation, comme les autres outils de gestion, devienne un luxe qu'on expose en vitrine, loin de toute portée réelle sur l'accroissement de la compétitivité. Vous voyez, donc c'est ces problématiques qu'on devrait intégrer rapidement. On reste toujours dans la primauté du trésor et dans la distribution et la marginalisation des marchés et de la compétition. Parce que, et je terminerai, non, c'est pour aller dans votre sens. Oui, c'est ce que disait un directeur général d'ailleurs du budget, qui disait que l'année 2022-2023 sera celle des grandes réformes structurelles de l'État en matière de gestion budgétaire et d'exécution comptable. Aujourd'hui, on est dans le budget moyen, il faut aller vers un budget de résultats. Il faut revoir tout cela, aujourd'hui les finances. On le souhaite. Donc, une administration qui gère 10 000 milliards de dinars, je reviens aux chiffres de la loi de finances 2022, donc avec des instruments, je dirais, archaïques et selon une organisation dépassée, ça se répercute en réalité par un manque d'efficacité et d'efficience. Aujourd'hui, la bataille, c'est d'avoir le maximum de résultats avec moins de moyens. Et je dirais que cette réforme, tant souhaitée et à plusieurs fois annoncée, devrait être mise en application. Mais pas sous l'effet d'annonce uniquement, mais en impliquant un changement profond de l'organisation de cet lourd appareil qui coûte énormément et qui s'appelle l'administration. Ça demande une révision de l'organisation, des instruments, dont la numérisation, mais aussi des profils, parce que les exigences des personnes, derrière tout cela, il y a l'homme. Absolument. Donc, la ressource humaine aujourd'hui est capitale. Quand on veut changer et évoluer, on a besoin de changer aussi les mentalités. Il ne faut pas tomber dans le showisme. On ne peut pas donc, mettre en avant l'outil et laissant le commandant de bord qui s'inscrit complètement en contradiction avec les outils utilisés. C'est ça l'enjeu. Donc si on veut améliorer notre compétitivité, que ce soit dans la sphère publique, que ce soit dans la sphère privée, donc on n'a pas d'autre choix que d'aller vers des marchés et de déverrouiller, de diagnostiquer fait, de déverrouiller tous les obstacles qui nous empêchent de faire valoir des atouts qui sont là. Et on a des atouts sérieux, mais ça serait malheureux aussi de les remettre à demain parce que les conditions de mise en place des réformes pourraient être totalement autres et le Trésor ne pourrait pas venir à la rescousse, que ce soit des individus, que ce soit des ménages, que ce soit des entreprises. Vous faites référence à quels obstacles, vous, aujourd'hui, en tant qu'entreprise, pour réussir à vous développer il faut un climat déjà propice pour cela. Quels sont les obstacles aujourd'hui qui vous freinent ? Il y en a plusieurs, il y en a qui sont communs à toute l'économie. Quand je dis commun à toute l'économie, nous subissons quand même de manière générale en Algérie une pression fiscale relativement importante. Donc parlons de ça. Il y a des problématiques liées à la compétences. Donc nous n'avons pas forcément des gens hyper compétents, en tout cas dans les spécialités liées au numérique, parce que le numérique, peut-être que c'est un segment qui est un petit peu différent, qui exige une zero day, quoi. Il faut être sur des compétences hyper actives, hyper d'actualité. Ça, c'est peut-être un premier volet si on pense à l'industrie du développement, par exemple. Après, on peut penser simplement à l'industrie de l'équipement. Je vais venir là-dessus. Donc là, nous avons la problématique des taxes. Donc effectivement, ce sont aujourd'hui des barrières à l'entrée pour importer des équipements, en tout cas pour permettre à tout le monde de s'équiper. La troisième chose aussi, c'est que
le manque de visibilité économique sur nos marchés. C'est-à-dire que nous avons concrètement des choses qui ne se réalisent pas. Hein. Je prends l'exemple des Jeux méditerranéens, que finalement, sur le plan digital, nous ratons, puisque on aurait pu, à travers ces énormes budgets, ou ce budget qui a été alloué aux Jeux méditerranéens, créer de fortes entreprises algériennes, qu'elles soient privées ou publiques, je ne fais pas la distinction, pour ensuite nous permettre de rayonner sur notre région, de manière générale. Donc, parfois, nous dépensons notre argent pour qu'ils finissent à l'étranger, finalement, et pour lesquels, et cette dépense ne nous a même pas permis de créer nos champions. Voilà, ça, c'est un problématique. On crée des champions grâce à la mise à disposition de marchés. Et souvent, les plus gros marchés sont des marchés publics. C'est l'État qui va initier le projet structurant. Qui va les exécuter? Idéalement, des entreprises algériennes. Et idéalement, quand je dis idéalement, je dis pas exclusivement public. Il peut y avoir bien entendu la part du public pour des choses très stratégiques, mais il faut qu'il y ait aussi la contribution du privé, parce que c'est de là aussi que se créent les compétences. C'est les logiques privées qui sont importantes, qu'on soit public ou privé, sur le plan patrimonial, c'est la logique, le comportement. La Chine est le plus grand pays socialiste d'un coup. Mais ça ne les a pas empêchés, à travers des logiques privées, d'être performants et d'être une économie la deuxième économie mondiale. Sans oublier qu'ils ont aussi, même dans cette économie privée qui est peut-être perçue comme étant... Avec plus d'1 milliard et capitaliste, qui peut être perçu comme étant capitaliste, ils ont des logiques de bien commun, de bonheur commun, etc. C'est du capitalisme social, je ne sais pas si on peut l'appeler ça comme ça. Il y a la problématique de création de valeur et la distribution de la richesse. C'est ça la chose la plus importante. Nous, on est en train de répartir une richesse qu'on ne crée pas. Oui. Là, il faut régler cette problématique. C'est les logiques privées qui permettent de créer de la richesse. Oui. Et après, c'est des logiques publiques qui permettent d'assurer la répartition. Mais si je pourrais ajouter, parce que la consommation, elle est liée à l'économie. On ne peut pas faire de consommation sans économie. Il n'y a pas d'économie sans consommation. Et il faudrait justement, et c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on propose à chaque fois, c'est d'aller vers la création d'un environnement sain pour promouvoir l'économie nationale. C'est de libérer les initiatives, c'est de laisser les gens travailler. C'est aussi mettre des freins à tout ce qui est informel. J'allais arriver à l'informel. Oui. Bien sûr, il y a on parle beaucoup de justice fiscale, mais on sait que la majorité ne sont pas fiscalisés aussi. Parce que les opérateurs, parce que même moi, je suis un petit peu dans le privé, donc on paye ce que ne payent pas les autres qui sont dans l'informel. Et ça entrave, ça empêche les gens de se développer et de faire cette grande économie qu'on souhaite. Appelons ça une concurrence déloyale. Oui, c'est une concurrence déloyale. Il y a aussi, et là, c'est le sujet d'aujourd'hui, il y a cette instabilité dans les décisions et qui concerne surtout le côté du fisc et le côté des charges. N'importe qui voudrait investir, s'il voit qu'il y a une instabilité dans les décisions, il y a des changements à chaque fois dans les calculs, parce que investir, c'est faire des calculs, et faire des calculs à long terme. C'est ça, il faut des décisions pérennes, on l'a toujours dit ici sur nos plateaux. Cette instabilité fait peur. Si je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver en 2023, pourquoi je vais investir à long terme? Donc je vais investir pour quelques mois, et ça, ce n'est pas de l'investissement, donc on ne crée pas de la richesse. Et donc c'est tout cela qu'on voudrait, nous, en tant qu'association des consommateurs, qu'il y ait dans cette Algérie. On sait qu'on va devoir souffrir pendant 1 année ou 2 années, mais au moins qu'il y ait de la visibilité et qu'il y ait de belles choses à espérer pour 2024-2025. Voilà, donc les entraves, c'est un grand sujet qui empêche justement qu'on se développe. Et puis aussi, il y a aussi le problème, c'est que la consommation, actuellement, ne fait pas de l'économie. Parce que même dans la consommation, on est instable. Dans notre système de consommation, dans notre système alimentaire, on consomme d'une manière qui est tellement anarchique que même les opérateurs ne peuvent pas faire de calcul. Quand on fait des sondages, des études de marché... C'est-à-dire on consomme de manière anarchique aujourd'hui. Vous savez qu'on fait beaucoup de pression sur certains produits et on oublie d'autres. Donc est-ce que tout le monde maintenant va produire des pommes de terre seulement? Ou bien de l'huile de table seulement? Non, on doit produire les pâtes, ou bien les pâtes alimentaires. Et l'économie doit être diversifiée. On ne doit pas faire tous la même chose. Ça, c'est nos habitudes alimentaires. Les habitudes alimentaires, justement, doivent changer. C'est aussi une entrave au développement économique, parce qu'on consomme mal. Moi, je le dis, j'assume mes responsabilités. D'ailleurs, on appelle, notre plaidoyer actuellement, c'est de changer ce système alimentaire qui n'est bon ni pour la santé, ni pour l'économie. Donc, tout ça, on doit tous s'entendre, entre experts, associations, pouvoirs publics, médias, pour justement sensibiliser, moraliser tout le monde. On parlait la dernière fois de la consommation du blé dur, du blé tendre, par exemple. On consomme beaucoup de farine blanche, alors qu'on pourrait consommer un
produit qui est local. Oui. Aussi, la consommation du local, on en parle plus, on parle plus beaucoup maintenant. On doit favoriser la consommation des produits nationaux et des produits locaux. Alors que si on veut relancer notre production, on protège notre production comme ça. Le fait, moi je ne suis pas contre, mais je dis au fond de moi comme ça, il y a toujours un arrière-plan dans les idées, c'est que le fait de geler des taxes pour importer des ordinateurs à titre privé, particulier, que je vais recevoir par des colis postaux. Les colis postaux. Ça veut dire que je ne vais pas acheter l'ordinateur qui est monté en Algérie. Je sais que peut-être l'ordinateur que je vais acheter d'une grande marque. Mais c'était censé justement pour protéger un peu la production nationale et les entreprises aussi algériennes. Mais on l'a dit encore, ça devrait être temporaire, justement pour préserver le pouvoir d'achat des Algériens. Excusez-moi, mais il n'y a pas de production nationale en ce moment, pour que les choses soient claires. C'est du montage, non? Non, il n'y en a même pas. Pour le numérique? Oui, ni pour le téléphone, ni pour le téléphone, ni pour les ordinateurs. Il n'y en a pas. Ça fait peur, ça. Une annonce pareille va faire augmenter les prix. Non, c'est justement pour booster un peu le secteur. Parce que là, justement, pour les pousser à se développer. Résultat. Pourquoi il n'y a pas de production? Pourquoi il y a une perversité en matière de consommation? Parce qu'on vide l'équation d'un élément essentiel qui est le prix. En subvention de la consommation, qu'est-ce qu'on donne? On donne une irrationalité en matière de consommation, c'est tout simple. Maintenant, quand on a un taux de change qui ne plaide pas pour la production, il est tout à fait normal qu'on privilégie l'importation au lieu de produire localement. Voilà les enjeux. C'est pour cela qu'on ne peut pas, avec cette logique de répartition verticale... Il faut des mesures courageuses. On a parlé aussi des subventions dans la loi de finances 2022. Il y a un pacte qui est important. Il y a deux parties. Il y a l'État, parce qu'on a un héritage en matière d'organisation d'économie, donc principalement administrative, faite par le haut, où les marchés sont pratiquement marginaux et où la rente prend le dessus sur la formation de la richesse par le bas. Et il y a de l'autre côté les consommateurs. Vous parliez tout à l'heure de modèle de consommation. Personnellement, on mangeait autrement, on consommait autrement, il y a de cela 20 ans. On mangeait... voilà. Le modèle, on a opté pour un modèle qui favorise, qui crée un effet d'éviction pour les autres économies. On parle de lait, c'est l'agriculteur, l'éleveur néo-zélandais ou français qui s'enrichit en consommant, et on a fait du lait un produit de première nécessité, ce qui est tout à fait faux du point de vue sanitaire, nutrition. Voilà. La même chose pour le blé. Absolument. L'Algérie n'a jamais été un grand consommateur de blé tendre. Ça, c'est une réalité. On consommait du blé dur. Mais quand on fait... La tendance a changé. Quand on a cette logique de l'enfant à qui on administre toujours quelque chose pour qu'il se taise. En fin du compte, on crée un effet du sucre, on crée un effet de conditionnement d'addiction. Mais maintenant, quel est le prix de cet effet? Au jour d'aujourd'hui, laissez-moi vous dire que la subvention... Elle est remise en tout cas sur la table, la révision de la subvention. On est à 15% de 15 points de notre produit intérieur brut. C'est énorme. Et on ne peut pas continuer comme ça, tout simplement. Parce qu'on est déjà dans un cycle d'endettement intérieur qui, pour les 2 dernières années, est pratiquement à 2800 milliards de dinars. Et qui risque de se creuser avec de telles mesures. Maintenant, qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce qu'il y a un problème d'affectation des ressources qui sont déjà rares? Est-ce qu'on privilégie l'investissement? Est-ce qu'on privilégie la consommation, comme on l'a fait au jour d'aujourd'hui? On risque de le regretter si on n'investit pas, si on ne travaille pas, si on ne produit pas. Parce que la question aujourd'hui, on a réduit de l'IRG. On va augmenter du point d'ICR. On a augmenté du SMIC. Mais pourquoi? On a gelé les taxes. On a gelé les taxes. Et ça a donné lieu, parce que l'inflation n'est pas uniquement importée, il y a l'inflation intérieure. Il faut qu'on soit clair. Elle était à 9,2 en décembre 2020. Donc, on a essayé de réduire les importations. Et ça a déstructuré, ça a créé un effet qui a déstructuré les circuits de distribution. Et ça a donné lieu à des tensions spéculatives. Absolument. Parce qu'au-delà de l'aspect moral de la chose, la spéculation a un contexte. Quand il y a un problème d'alimentation en matière d'approvisionnement et quand il y a un problème de guerre ou de situation de guerre, telle que le Covid, les logiques inflationnistes prennent le dessus sur le court terme, prend le dessus sur le long terme. Et là, la Chine est à
9 points, est à 7 points de taux de croissance. Donc elle a profité rapidement, ses capacités d'adaptation ont été rapides. Nous, notre système productif, voilà la problématique. Les rigidités en matière de réponse à la demande. On crée de la monnaie, on s'endette, on distribue. Mais si cet argent profite aux économies étrangères, ça va être la saignée des réserves de change. Et actuellement, on vit ce dilemme entre des pouvoirs publics qui veulent préserver la manne financière minimale pour assurer des approvisionnements et une demande. Donc tout le monde, l'Algérien, vit sur la mamelle de l'État, qui est le trésor. Maintenant, il faut qu'on vive sur le produit de notre travail. Et pour cela, il faut qu'un pacte soit... C'est là, à la tête des objectifs, résultats, ce qu'on n'a pas. Il faut que le pacte soit signé entre le consommateur, entre les différents intervenants et l'État. Moi, je ne vois pas une issue sans sacrifice, sans révision, sans choix et sans douleur. Si on ne le fait pas, maintenant, on risque d'avoir une douleur beaucoup plus... On l'a vécu au début des années 90, on a vécu la douleur au sens propre et figuré. Et si on est assez intelligent entre différents partenaires, entre différents intervenants, il faut qu'on aille sur un minimum de consensus, sur un objectif sociétal qui fait qu'on diffère nos logiques privées, sectorielles, il faut voir tous les modèles de consommation, de budget, de dépenses. En termes, moi je vais dire une chose. Tout le monde parle de 100 000 dinars comme un minimum, parce que tout le monde pense aux revenus comme moyen d'achat, au pouvoir d'achat. Alors que ça doit être... Mais le revenu, c'est un coût de production aussi. Et le revenu, c'est une contrepartie d'un travail, d'une production. Et là, il y a les équilibres. Si on extrait le secteur pétrolier, on va voir que ça va réduire à néo. Le revenu va donner de la valeur au travail. Donc, il faut qu'on revienne à ça et qu'on revienne vers des logiques de travail, des logiques de compétition et des logiques de... Et aller vers un véritable management, que ce soit public ou privé. Aujourd'hui, c'est le management qui fait défaut chez nous. Et qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de se développer dans le secteur du numérique? C'est le savoir-faire, c'est les compétences? Non, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Puis je ne crois pas qu'on soit sous-développé. On l'est. Nous avons énormément de compétences algériennes à l'étranger. Et je parle même de compétences qui sont parties d'Algérie. Je ne parle pas d'Algériens qui ont grandi à l'étranger. Ils ont été formés chez nous. Nous avons l'actualité des 1200 médecins qui sont acceptés au concours, mais il faut dire que nous, dans le secteur, absolument, c'est beaucoup plus de gens. Le fait que des promotions entières de l'ESI, par exemple, aient quitté l'Algérie et travaillent aujourd'hui à l'étranger. Aujourd'hui, il faut capitaliser justement cette ressource et essayer d'en faire profiter l'Algérie. Techniquement, la chose la plus importante qu'on puisse offrir aux jeunes, c'est de l'espoir, c'est du rêve et c'est des exemples de réussite. Voilà. Moi, je pense qu'il y a ces trois éléments qu'il faut réunir. Si on a de l'espoir, si on peut rêver, parce que le rêve, c'est l'imagination, c'est notre capacité aussi à visualiser notre avenir, à ce qu'on veut devenir, à ce qu'on veut faire, et donc se doter des moyens de les réaliser. Et si on a aussi quelque chose qui cristallise ces rêves-là en ayant des exemples de réussite, algérien, parti d'Algérie, fait en Algérie, construit en Algérie, avec un système de valeurs, un bon système de valeurs, je pense que nous pourrons réduire cette hémorragie. Notre pays regorge d'opportunités commerciales internes. Notre pays regorge de compétences et d'opportunités commerciales à l'étranger. Quand je dis à l'étranger, ça veut dire qu'on est capable de vendre beaucoup de choses aux pays voisins, à l'étranger, en Afrique. Enfin, quand je dis en Afrique, bien entendu, je nous inclus, mais qu'est-ce qui nous manque? C'est une vraie question qu'on se pose. Alors, peut-être de la gouvernance, une gouvernance orientée vers la création de valeur, la création de richesse et la mesure de la performance. Quand je dis la mesure de la performance, j'entends par la performance. Alors, si on fait ça et qu'on ne mesure pas, on ne saura pas si ça a marché ou ça n'a pas marché. On a une idée grossière en se disant, mais notre objectif, c'est la performance. Et pire, en économie, la performance, ça se mesure par l'argent. Excusez-moi, mais c'est aussi simple que ça. Alors il y a eu aussi ces décisions dans la finance, les 3 500 milliards de dinars de crédit de paiement de l'équipement public et le dégel de plusieurs projets d'infrastructure. Est-ce que ça va permettre d'insuffler un peu les poumons de la croissance? Certainement.
ça permettra de c'est beaucoup revenir dépendant de la après commande 2 publique. années de réduction du budget d'équipement. Là, on revient. Mais on reste toujours sur dépendance de la commande par le budget de l'État, oui. par le budget de l'État. Et c'est pour cela, maintenant, il y a des déficits en matière d'infrastructure, il y a une démographie galopante, quand bien même elle a un petit peu baissé l'année dernière. Mais les besoins sont importants en matière d'infrastructure publique et il faut y répondre. Maintenant, même, vous parliez tout à l'heure de réforme de budget, il faut que la gestion de ces 3500 se fasse selon des règles de performance et d'efficacité. Et une évaluation, une atteinte d'objectifs. Parce que qu'est-ce qu'on a dépensé comme budget d'équipement? Mais est-ce que ça a donné à la création de leaders, de patrons d'entreprises qui maintenant pourraient être compétitives à l'international? Je dirais que... très peu d'entreprises. Moi, je voudrais dire que ce n'est pas très indicatif. Parce que nous, on ne voudrait pas, maintenant, encore en 2022, qu'en fin d'année ou en milieu d'année, qu'on nous dise on a réalisé une centaine d'écoles, combien de kilomètres de routes. Mais on voudrait aussi nous dire combien d'usines avaient ouvert, combien d'infrastructures dans le domaine de l'industrie qui ont commencé à produire, combien de champs agricoles, combien de vaches laitières on a en Algérie, combien on a boosté la production des céréales. Donc il y a ça, et ça c'est du domaine privé. C'est pour ça que maintenant on peut pas... Il y a eu des mesures en tout cas pour booster le secteur de la céréaliculture en révisant les prix. Voilà, justement, mais il faudrait que la performance, l'évaluation de la performance, comme l'avait dit notre collègue, ça ne va pas être seulement sur le budget de l'État pour réaliser des équipements de l'État ou des administrations, ou bien des infrastructures, je dirais, étatiques, mais aussi combien de zones industrielles qu'on ouvre. Je sais qu'il y avait 42 parcs industriels qui étaient prévus, mais actuellement, on en est à combien? Je ne sais pas. Je crois que la dernière fois, on était à 12 parcs qui étaient finalisés et achevés, et il en reste encore plus d'une trentaine. Donc, où est-ce qu'on en est? Donc, combien d'investisseurs on a attiré vers le pays et combien d'autorisations, de démarrage, de production on avait octroyé? Donc, il y a ça aussi qu'il faudrait mettre en valeur pour justement mesurer cette performance. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix difficiles. Il y a eu aussi la suppression de la TAP pour les entreprises de production qui est censée justement les encourager ou les investir dans la finance. C'est une réponse favorable à la demande des entreprises de production et c'est louable en tous les cas de la part des pouvoirs publics. Donc je rajouterai même le taux d'IBS qui a été revu à la base, donc 10% pour les entreprises de production. Les services ne sont pas considérés comme des entreprises de production. Donc, non, je fais un appel alors que c'est un segment d'activité qui crée énormément de richesse. Donc, vous voyez notre perception. On est toujours sur le physique, sur le nombre, alors que là c'est la valeur. La valeur, elle a une expression monétaire, alors que le physique, il a une expression arithmétique. Et c'est des choses qui sont importantes. Vous voyez notre manière d'appréhender les choses. Mais c'est déjà... On a fait un pas. Le bénéfice réinvesti, donc il redevient exonéré, donc ce qui est déjà bien. Et donc, on a besoin de tout cela. On ne peut pas faire les choses en une seule fois, du moins avec les outils et les instruments et les profils qu'on a. On peut les accélérer. Oui, mais malheureusement, on a rajouté des taxes pour les prestations médicales. Maintenant, la consultation chez le médecin va coûter plus cher. Et ça ne nous arrange pas en tant que citoyens consommateurs. Et nous qui appelons à chaque fois à se faire des révisions, ou je dirais même des contrats, pas à sa valeur réelle. Malheureusement. Et aussi même pour les autres professions libérales, où il y a eu quand même des taxes nouvelles qui ne vont pas être au bénéfice des consommateurs, malheureusement. Ouais. Donc là, on voudrait aussi qu'il y ait un autre geste donc, des pouvoirs publics pour essayer de revoir ça. Parce que déjà que la consultation elle est à 2000 dinars, grosso modo. Là déjà on parle de pression sur le président, on demande encore un autre geste. Voilà. Et puis, c'est là où je parle de stratégie, je parle d'études, je parle de l'expertise. Il faudrait savoir faire un calcul, faire un équilibre. Donc pourquoi je baisse 10%
sur un IBS et je rajoute un autre impôt chez le médecin, chez le cardiologue, chez le radiologue et qui va gêner. Donc, vous parlez d'encourager les entreprises à côté. Voilà, exactement. C'est ça. Hein. Vous demandez plus d'accompagnement pour les entreprises aujourd'hui et de réorienter justement les objectifs pour aller vers une économie productive. C'est ce que nous faisons, en fait. Nous plaidons depuis notre existence, depuis même avant, bien longtemps. Beaucoup d'entreprises ont été dans ce cas de figure. Je veux dire, notre discours aujourd'hui qui plaide sur la création ou l'amélioration du climat des affaires, la promotion, la transparence, la clarté, les objectifs, les stratégies, définir. Hein, j'entends par là qu'on définisse les choses, la numérisation, etc. C'est des choses qu'on demande depuis très longtemps. Donc, c'est pas faute d'avoir, entre guillemets, essayé ou rédigé des rapports, les avoir envoyés, les notes, etc. Mais nous comprenons que le chantier algérien est énorme, il est extrêmement complexe, et que bien évidemment, il va falloir prioriser certaines choses. Les choses qui sont priorisées aujourd'hui, eh bien, écoutez, c'est la sécurité alimentaire, hein, on l'observe, qu'on ne peut assurer qu'à travers notre réserve de chances. Donc, on s'assoit sur notre trésor et on le protège. Par contre, on le dépense, peut-être pas pour structurer et devenir autonome, mais on le dépense, comme disait pour le truc. La chose qui est aussi importante, moi j'aime bien cette notion parce que je l'ai découverte. C'est un concept d'antifragilité, on appelle ça. C'est un monsieur qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, hein, c'est un économiste, trader, etc., qui est spécialiste de l'incertitude. Son domaine de compétence qu'il recherche, c'est l'incertitude. Et il nous dit, quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui subit une contrainte négativement. Donc quand il va subir une contrainte, ça va l'affecter négativement. Quelque chose de fort, c'est quelque chose qui ne subit pas la contrainte. C'est-à-dire la contrainte va s'appliquer, mais il ne va rien se passer. Non, je veux dire, ça ne va pas l'affecter. Antifragile, c'est quelqu'un qui va avoir une contrainte, qui va subir une contrainte et qui va la subir positivement. C'est-à-dire que cette contrainte va avoir un effet positif sur lui. Il y a deux exemples dans la nature qui sont intéressants. C'est les muscles. Quand on fait du sport, ça veut dire qu'on applique une contrainte et le muscle se renforce. Et il y a aussi le feu. Quand on souffle sur une bougie, on l'éteint. Elle est fragile. Quand on souffle sur de la braise, elle s'allume. Okay, donc ça, c'est deux exemples. Ce monsieur nous explique aussi que pour être antifragile, il faut appliquer la logique des haltères. D'un côté, il faut préserver ses actifs, sécuriser ces modèles. C'est ce que nous sécurisons avec notre pétrole, nos revenus hydrocarbures, exotoles, etc. Mais de l'autre côté, il faut jouer sa peau, il faut prendre des risques. Alors, qui prend les risques? Le plus souvent, ce n'est pas l'État qui les prend dans le sens où il joue, c'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur dont le rôle et la mission, c'est de gérer le risque. C'est le manager. Hein, c'est le manager dont la mission est de manager le risque. C'est que ça. Donc, on revient toujours à cette question de management. Absolument. C'est important. Oui. La définition du management, c'est l'art de s'adapter à son environnement, aux incertitudes. Absolument. Donc, c'est cette logique. Ça paraît simple, mais en termes de comportement, je dirais que l'environnement décisionnel est loin de cette logique d'adaptation et d'incertitude. Et donc, l'équation est là. Si on arrive à passer ce cap, d'aller vers cette logique d'accroître ses capacités d'adaptation aux incertitudes, le Covid, c'est une incertitude. Il y a certaines entreprises, certaines économies qui ont fait de cette contrainte un atout qui leur a permis d'accroître leur compétitivité à l'international. Alors, quand je passe à des administrations, on trouve 80% des personnes qui sont absentes en raison du Covid et d'une manière permanente, je dirais qu'on est très loin de cette capacité d'adaptation et ce n'est pas avec ces logiques qu'on pourra dépasser le cap. On arrive un peu au terme de l'émission. Est-ce que finalement cette pandémie n'a pas boosté le secteur du numérique ? Par la force des choses, oui. Par la force des choses, par la force du confinement. Télétravail, c'est plus compliqué parce que notre composante économique, tous les métiers en Algérie ne peuvent pas faire du télétravail, donc il ne faut pas se mentir. Ça a quand même, ça n'a pas d'impact sur votre... Oui, on a fait du télétravail aussi chez nous. Hein. Et les agents de sécurité? Ah non, non. Donc vous voyez que ça ne peut pas toucher tous les métiers. Non, c'est pas tous les métiers, justement, mais ça a boosté le secteur quand même. Écoutez, moi dans le télétravail, j'entends plus souvent télé que travail. Moi je vous le dis tout de suite. Non, pas de télétravail, mais est-ce que cette pandémie a eu un impact sur le secteur? Il disait que certains secteurs en tiraient profit. Est-ce que le secteur du numérique n'en a pas? En tout cas, ça a révél à la fois son potentiel et à la fois sa nécessité. Voilà. Et ça a permis de créer, de prendre conscience
que finalement, c'était très utile. Avant, c'était peut-être un peu folklorique, etc. Aujourd'hui, ça l'est moins. Mais malheureusement, on n'a pas appris beaucoup de leçons. C'est-à-dire, on n'a pas, en 2 années, qu'est-ce qu'on a eu comme... Alors, on me rappelle à l'ordre. On me dit qu'il reste... on doit conclure là maintenant. On parle du pouvoir d'achat aujourd'hui des Algériens. De nombreuses mesures ont été prises et dans la loi de finances 2022 et hier lors du Conseil des ministres. Finalement, donc le pouvoir d'achat des Algériens va être préservé, en tout cas temporairement, pendant une certaine période après ces mesures. Pour conclure aujourd'hui sur ce thème. Oui, temporairement, provisoirement, jusqu'à nouvel ordre. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes à l'aise en termes de pouvoir d'achat. Donc ces mesures... Il n'y aura pas d'augmentation aujourd'hui sur les produits, notamment alimentaires, et sur certains produits on espère. que nous apportons. La spéculation peut poursuivre, la spéculation peut continuer. Oui, absolument. On l'espère le plus longtemps possible, mais on espère aussi que pendant cette période, qu'il y ait de la prospective, qu'il y ait des études de stratégie pour justement s'en sortir d'une manière définitive, de manière à compter sur nos produits locaux, d'être plus ou moins souverains dans notre consommation, d'avoir d'une certaine indépendance pour certains produits qui sont essentiels, mais aussi profiter de cette aubaine pour changer justement notre système alimentaire et aller vers des produits qu'on produit assez bien en Algérie et qui reviennent pas cher et qui sont bons pour la santé. Donc voilà un petit peu le plaidoyer de notre association Aman. Merci, on l'aura compris. Donc changer notre modèle de consommation, notre modèle de dépenses, aller vers plus de produits locaux, nationaux et revoir toute la réforme budgétaire dont on a parlé avec vous, Monsieur Kaoubi. Merci messieurs d'avoir été présents ce soir avec nous sur le plateau. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.